De 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, vendredi 8 mars, bonjour Gilles. Eh oui, bientôt le week-end, Valérie. Bientôt le week-end, absolument. On va parler d'un doc qu'il ne faudra pas manquer dans Zone Interdite. Dérive sectaire, manipulation mentale, de plus en plus de Français sous emprise. Vous savez que le développement personnel et tout ce genre de discipline, entre guillemets, attire énormément et il faut faire extrêmement attention. Absolument. Donc Gaël Schwaller et Géraldine Levasseur seront avec nous pour nous parler de ce documentaire. Et puis avec 60 millions de consommateurs, comment manger sain et gourmand, c'est un hors-série et la rédactrice en chef Sophie Coine sera avec nous. On commence avec le zapping ? Allez, on y va. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, avant le bordel des Jeux Olympiques, va bientôt démarrer un autre bordel, celui du parcours de la flamme qui approche. Oui. Ah oui, ça va être au mois de mai. Et qui va va allumer la vasque ? Ça, c'est la vraie question aussi. Mais en tout cas, elle va parcourir toute la France, elle va arriver à Marseille et après elle va passer au Mont-Saint-Michel. Mais le Mont-Saint-Michel, c'est un lieu encore plus compliqué, les quais de Seine. Et c'est à vous, a suivi la commission de sécurité. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. 50 000 spectateurs attendus ce jour-là, c'est quasiment 2 fois plus qu'en plein été, quand c'est déjà noir de monde. Tout ça dans un dédale de rues étroites. Les dangers sont bien identiques. Le type d'adversité contre lequel on peut être confronté, en fait, est protéiforme des actes de terrorisme, mais ça peut être tout aussi bien, effectivement, quelqu'un qui va lâcher son chien et qui va cheminer juste devant le porteur de la flamme et potentiellement le faire chuter. Quelqu'un qui veut chercher à l'éteindre, naturellement. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que le cordon qui protège le porteur et le gardien vient jusqu'ici, et on vient encager l'escalier. Ici, le public, on va pouvoir le voir en bas, là, dans la rue. Donc le porteur de la flamme, effectivement, se présentera à lui. Le bloquin qui arrive d'abord, 10 minutes d'intervalle. On travaillera en coordination sur le réseau radio, parce que là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et imaginez donc que vous serez en bas du Mont-Saint-Michel et vous ne verrez pas la flamme grimper. J'ai l'impression que les Jeux Olympiques, ça va être plus agréable chez soi, devant sa télé. J'ai l'impression que c'est dommage quand on est parisien. Des gens qui vont vouloir éteindre la flamme, il y en a plein, ça arrive souvent, ça. Vraiment dégivré. C'est vraiment c'est l'exercice. C'est la chose qui est le plus couru, c'est des gens qui veulent éteindre la flamme en lançant de l'eau ou autre. Alors, évidemment, le buzz média de cette semaine, ça a été Mathilde Panot, face aux journalistes de LCP. C'était pas sa semaine. C'était pas sa semaine. Et des petits malins, comme on est vendredi, c'est détente, on fait un détournement de la séquence. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour récupérer les voix du journaliste et de Mathilde Panot. Et ils ont refait une nouvelle version. Écoutez, c'est plutôt drôle. Madame Panot, combien font 2 plus 2 ? Je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire sur les chiffres binaires. Madame Panot, c'est quoi la capitale des États-Unis ? L'Amérique peut retomber dans le fascisme avec Trump, voilà. Ok, mais vous pouvez me donner la capitale. Madame Panot, quel est l'auteur de Thérèse Raquin ? C'est Bruno Dumont, l'auteur de Petit Quinquin. Madame Panot, c'est qui le premier président français ? C'est quoi cette question encore, George Washington Pardy ? Dernière question, promis, on va pas y passer la journée. C'est qui la présentatrice du Club Dorothée ? C'est Son Goku, non, je veux dire Ranma, plutôt Sailor Moon qui présente. Madame Panot, combien font 2 plus 2 ? Voilà. Oui, il y a eu beaucoup de détournements aussi de l'affiche, on en a parlé, voilà. Voilà, c'était la semaine Mathilde Panot. Alors, à votre époque, Valérie, on cassait les voitures pour voler les autoradios. Bravo, pour voler les autoradios qui se revendaient dans de nombreux pays. Autre époque, autre mœurs, vous savez pourquoi on casse les voitures maintenant ? Non, pour prendre les matières premières, non. Non, le truc est incroyable. Pour prendre les écrans vidéo qui équipent les nouvelles voitures. Et ils ne prennent que ça. C'est un reportage de France 2. Incroyable. Des voitures sans volant, dépouillées de leurs ordinateurs de bord et de leurs écrans de navigation. L'électronique embarquée sur les véhicules haut de gamme suscite la convoitise des voleurs. Une grosse surprise au moment de s'installer à bord. Cette propriétaire de Mini en a fait l'expérience avec son époux. Mon mari a récupéré la voiture qui était en parfait état. Il est monté dedans et s'est rendu compte qu'il n'y avait plus du tout d'électronique. Plus rien, plus de tableau de bord, plus d'écran, plus rien. Voilà, avec des fils qui pendaient. Le travail très propre. Ils n'ont rien pris dans la boîte à gants, ils n'ont rien pris dans le coffre, que l'électronique. Ils ont dû faire leur marché en fait.
C'est totalement fou, hein. Incroyable. Donc maintenant, il faut se méfier de... Mais toutes les voitures sont équipées maintenant d'écrans. Il n'y a plus de compteurs mécaniques. Une fois n'est pas coutume, Valérie, dans le zapping, je vous mets une petite bande-annonce de l'événement qui va arriver lundi prochain sur M6. Vous allez reconnaître. Salut les amis, le grand retour du Juste Prix, ce jeu mythique, et j'ai la chance énorme de l'animer sur M6. Je vous envoie des cœurs, je suis tellement content, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je trouve ça un peu ringard, les cœurs, je les mets à l'envers, ça fait des fesses. Bon, est-ce que vous êtes bon sur tous les prix? Vous avez estimé qu'une seule façon de le savoir, venir jouer avec nous. Avec Éric Antoine, tentez de deviner le juste prix. Votre nouveau rendez-vous dès lundi 11 mars à 17h30 sur M6. Alors vous me connaissez évidemment, j'ai essayé de programmer Éric Antoine pour qu'il vienne lundi. À M6, ils m'ont dit, on va le recevoir un peu plus tard, il est rincé, il ne s'imaginait pas ce que c'était d'animer une quotidienne. En fait, c'est la première fois qu'il anime une quotidienne et il fait 7-8 émissions et là, en ce moment, les émissions se tournent et il est rincé de chez rincé, c'est un truc, parce que je lui dis, on peut pas l'avoir entre deux tournages au téléphone, on s'arrange, je me dis, mais il dort. Épuisé. Il récupère. En tout cas, il a la pêche, hein, on sent que... Et après, petite polémique sur l'horaire, parce que ça va être à 17h30, les gens pensaient que ce serait un peu plus tard, à 19h ou à 20h, pour donner une visibilité au jeu. Mais 17h30, c'est à l'heure de la Starac. Ça aura plutôt réussi à TF1. Pour finir, dans la catégorie des chanteurs morts qui sortent des nouvelles chansons, voici le dernier titre de Bachung, mort il y a 15 ans quand même. Donc 15 ans plus tard, le titre s'appelle « On n'a pas l'air ». Ça passe en watts que je me paye une prise femelle, une grosse qui serait à côté de ses semelles. La dernière en date posait même plus de lapin. J'ai fait des kangourous. Celle-là toute une nuit je me la suis prise d'otage. Au matin c'est moi qui paye la rançon. C'est du Bachung. Non, on comprend peut-être on pourrait dire, c'est ce que j'allais dire. Ayana Nakamura pourrait la chanter, peut-être, c'est dans les paroles. Vous avez encore... non, mais oui, peut-être qu'il voulait pas la sortir. Hein. J'ai toujours du mal, moi, avec les chansons posthumes. Je trouve que c'est... c'est du business. Ouais. Merci, Gilles. On se retrouve... certaines des émissions inédites de vous. On se retrouve dans un instant avec Gaëlle Schwaller et Géraldine Levasseur. Gaëlle Schwaller, réalisatrice, Géraldine Levasseur, productrice pour dérives sectaires, manipulation mentale, de plus en plus de Français sous emprise. À tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour avec nous aujourd'hui, Géraldine Levasseur. Bonjour, vous êtes productrice. Votre société de production, c'est Girafe Prod et vous produisez un document qu'on pourra découvrir dimanche dans Zone Interdite. Dérives sectaires, manipulation mentale, de plus en plus de Français sous emprise. Et Gaëlle Schwaller, merci d'être avec nous. Vous avez réalisé ce document avec Maude Mallet et Constance Bégara, c'est ça? Vergara, j'ai mal écrit. Moi, je viens dyslexique aussi. Vergara. Une plongée dans l'univers des sectes, pas si loin de nous, finalement. Peut-être, Géraldine, vous produisez donc avec Girafe ce doc. C'est compliqué à produire un doc sur les sectes? Ouais, c'est très compliqué parce qu'on a affaire à des gens complexes en face de nous, des gens très procéduriers en face de nous, donc il faut faire attention à tout. Et puis, on a en France aussi l'article 10 de la Constitution qui garantit la liberté de penser, la liberté de conscience. Et justement, c'est là, on va le voir dans le doc, où se trouve la limite. Exactement. C'est-à-dire qu'en France, c'est pas interdit de fonder une communauté. On a le droit de croire en ce qu'on veut, on a le droit de dire ce qu'on veut, pourvu que ça trouble pas l'ordre public. Mais évidemment, les plus fragiles d'entre nous se retrouvent sous emprise. Et l'objet de ce documentaire était justement de pointer et d'épingler les dérives, sectaires. Et de montrer, moi, ce qui m'a frappé, c'est la facilité avec laquelle on peut se laisser avoir, se laisser prendre. Ça commence par Internet. C'est ce qu'on découvre dans le documentaire avec des inscriptions très faciles et puis une prise en main très, très rapide. Donc vous, Gaëlle Schwaller, vous avez payé de votre personne pour découvrir cet univers. Oui, ça a été vraiment un travail d'équipe, et c'est là où est l'évolution du phénomène sectaire aujourd'hui, notamment après la pandémie. Mais c'est cette facilité d'accès, et les dérives sectaires, le phénomène sectaire touche toutes les strates de la société, tous les domaines, que ce soit
le domaine religieux, mais surtout de la santé et du bien-être. Et c'est vraiment là que sont les dangers aujourd'hui après la pandémie. Et oui, parce qu'il y a de nouveaux gourous en fait sur la santé et en présentant une approche de bien-être, de supprimer la viande, de supprimer les aliments. Carrément toute l'alimentation. C'est vraiment dans l'air du temps. Ouais. Et du coup, on se dit, on va être beaucoup mieux. Et vraiment, c'est sur cette ficelle-là qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses sur les naturopathes, entre autres. Tout à fait, il y a une véritable recherche, une quête de sens, de spiritualité. Ce qui était délicat à traiter, c'est où est la frontière, effectivement, entre des croyances. On a le droit de croire en ce qu'on veut. Et où commence la dérive. La dérive, la maltraitance, l'emprise, parce qu'on peut parler de réelle maltraitance dans certaines pratiques, en particulier le jeûne, qui est effectivement un sujet dont on parle beaucoup, où on prive carrément de nourriture des individus qui adhèrent à ces... c'est quoi? C'est le planisme, c'est ça? Le pranisme, c'est aussi appelé le respirianisme, oui, qui est un mouvement épinglé par la Miviludes, donc la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, qui, à ce jour, selon la Miviludes, est responsable de 7 décès dans le monde. Donc oui, c'est une pratique extrêmement dangereuse qui consiste, ou en tout cas l'espérance, ou ce qui est vendu, c'est de se nourrir uniquement d'air et de lumière, à terme. Mais pourquoi parce que j'imagine que tout le monde n'est pas illuminé, pourquoi on va dans une secte? Ça veut dire que le monde actuel est tellement dur à supporter qu'on se dit que là-bas on sera plus heureux? C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, si on le regarde objectivement, est super compliqué. Donc on cherche en permanence plus de sens, plus de bien-être, plus de bonheur. Il y a une véritable défiance aujourd'hui dans nos institutions, même dans notre médecine. Donc il y a des personnalités plus vulnérables. Et comme le disait Gaël à l'instant, ça touche toutes les strates de la société. C'est pas parce qu'on a moins de moyens, par exemple, ou qu'on est moins informé qu'on va pas être tenté par la promesse, en fait, d'un mouvement sectaire ou par la promesse d'un homme plus charismatique. Et de choses un peu magiques aussi. Exactement. C'est aussi cette promesse-là, de se dire peut-être que je vais trouver un épanouissement parce qu'on leur promet un certain bien-être. Exactement. Quand on regarde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les gourous 2.0. Quand on regarde ce qu'ils promettent sur Internet, on peut se soigner avec les mains, on peut se soigner avec le jeûne, on promet un bien-être. On est tous quand même assez anxieux aujourd'hui. Le stress est important. Donc en fait, ça peut toucher tout le monde dans le discours, sur de la fatigue, sur du stress, sur des problèmes, doutes. Sur des doutes, etc. Et c'est un discours très très bien rodé. Vous avez interrogé des anciennes victimes de celui qui se faisait appeler Loup Blanc. C'est terrifiant. Oui, mais le processus d'embrigadement se fait petit à petit. Donc c'est là où on se fait prendre au piège petit à petit. C'est qu'au départ, il y a une recherche de quête de bien-être ou de spiritualité. Peut-être à un moment de la vie où on est vulnérable, on se pose des questions. Et voilà, et on entre petit à petit dans un mouvement et surtout dans une communauté. Et c'est aussi l'effet de groupe, l'impression de ne plus être seul, de retrouver des personnes qui ont cette même recherche spirituelle. Et c'est là où, en fait... C'est compliqué, c'est pas des personnes qui sont illuminées, c'est petit à petit que l'embrigadement se fait et que l'emprise mentale a lieu. Et avec un savoir-faire de ces gourous, eux ils sont assez fascinants, Géraldine Levasseur. Bien sûr, on voit cette jeune femme dont vous parliez à l'instant dans la séquence de Loup Blanc, qui est une mère de famille, qui a le poids de la charge mentale, qui doit aller bosser tous les jours, qui doit s'occuper de ses enfants. Sa mère était déjà proche de la communauté de Loup Blanc, naturellement elle a emmené sa fille. Et naturellement, on trouve une famille et le charisme, encore une fois, d'un gourou présumé, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, d'un gourou présumé, est tel
qu'on a envie d'en être, on a envie d'en faire Ouais, partie. c'est ça. À un moment donné, on nous dit que quand il danse, c'est comme un torrent qui se déverse, c'est comme un torrent d'énergie. On a envie d'être dans ce torrent d'énergie, donc c'est assez séduisant. Et quand on a des petits pets de vie, des petits des questionnements, des interrogations, et on en a tous, c'est assez facile d'y rentrer. Pour nos auditeurs, il y a une séquence. Donc vous allez dans une communauté où on n'a pas le droit de manger, on n'a que du liquide. Et à un moment, il y a une petite dame âgée, on l'entend par sa voix parce que c'est flouté, qui trouve un champignon et qui ramasse un champignon. Et là, le gourou est très violent avec elle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans les paroles, effectivement, c'est parce qu'elle a dérogé à la règle qu'il avait imposée lors de ce stage. Et c'est ce qui est typique des mouvements où l'emprise mentale peut avoir lieu, c'est qu'il y a une personne qui s'érige en maître, entre guillemets, et qui impose ses lois, et quelles que soient ces lois. Donc là, la loi, c'était de ne manger que du liquide lors de ce stage, et cette dame ose seulement cueillir un champignon, ne l'a même pas mangé, l'a posé sur sa table, et pour lui, c'était une invitation à déroger à la règle. Ce qui apparaît aussi dans le document, et le chiffre est effrayant, sur les enfants. Les enfants qui sont dans ces communautés, puisqu'on a le droit de monter une communauté, et qui sont, pour certains, qui en ressortent avec des traumatismes assez importants. Et là, on s'interroge quand même sur les pouvoirs publics, parce que on parlait de la limite au début, on voit quand il y a non-assistance à personne en danger, quand il y a mise en danger de la vie d'autrui, on peut s'interroger sur le fait qu'on laisse ces enfants dans ces communautés. Alors on dit, selon les chiffres de la Miviludes, on dit qu'aujourd'hui 80 000 enfants en France, sur le territoire français, grandiraient dans un mouvement à dérive sectaire. Donc c'est énorme. Donc ça concerne l'enseignement. Donc c'est-à-dire que ces enfants qu'ils ont leurs n'ont pas... propres écoles. Exactement. Donc c'est-à-dire que ces enfants n'ont pas le droit à un enseignement éclairé et libre. C'est-à-dire que, par exemple, le but de l'école, c'est de former des citoyens libres et éclairés. Donc ces enfants grandissent dans des écoles qui ont leurs propres valeurs, souvent des valeurs anti-républicaines, puisqu'il faut savoir quand même que le terreau des dérives sectaires, c'est une forme de rejet total des valeurs républicaines, c'est-à-dire le tissu de nos institutions. Oui, la société. Quelle est la motivation du gourou? C'est l'argent, ou c'est je veux être star, ou je veux dominer des gens? C'est pas très abordé dans le doc, et donc je me suis posé la question, quel est son intérêt de dire à 20 ou 40, une communauté, 40 personnes, d'avoir une communauté, et de dire vous ne buvez pas, et puis vous allez voir, vous allez vous sentir mieux? Parce que ce sont des illuminés, des fous. Voilà. Est-ce que c'est l'argent ou le côté d'être maître et le pouvoir qui... Je crois que je me permets de répondre, je crois que c'est un mélange de tout. C'est-à-dire, il y a d'une part des gens qui se pensent au-dessus des autres, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un ego très important. C'est des gens aussi qui ont besoin de gagner leur vie. Quand on voit des gens comme certains qui sont montrés dans le documentaire, 150 000 euros en une semaine, j'ai retenu le chiffre, 150 000 euros en une semaine. C'est-à-dire 150 000 euros, une belle bagnole, des maisons, un niveau de vie, et puis une quantité de femmes à disposition aussi pour en disposer. Donc c'est beaucoup d'argent. Il y a ce charisme aussi, et puis cette volonté de se placer au-dessus des autres en sachant. C'est-à-dire, moi je sais ce que vous ne savez pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'ego qui les flatte, et c'est quand même des personnalités... c'est des personnalités hors normes, il faut bien le dire. C'est-à-dire, c'est surtout des hommes d'ailleurs, mais c'est des hommes qui ont beaucoup de charisme. Par exemple, le maître du pranisme en France, il trône, il a un tigre en peluche à ses pieds, il distribue les bons points, il distribue la leçon. C'était juste ma question suivante. Il n'y a pas de femmes gourou, ça n'existe pas. Il y en a une qui a été condamnée, il me semble, il y a 2 ans, mais c'est vrai que c'est plutôt des exceptions, oui. On voit que les condamnations sont très très longues à arriver, que les procédures sont très très compliquées. Vous évoquiez la Miviludes qui aujourd'hui est quand même réduite à portion congrue, alors que ce sont des phénomènes qui sont en progression. C'est compliqué aujourd'hui de s'extraire de cela et puis de porter plainte après. Est-ce que c'est... Oui, c'est compliqué. Alors, les victimes que vous avez rencontrées vous le racontent. Oui, tout à fait. C'est un processus qui est très long, parce que déjà, il faut se rendre compte
qu'on fait partie d'une communauté sectaire ou qu'il y a une dérive sectaire. Il y a tout le processus de désemprise et ensuite l'action. Donc beaucoup de personnes arrivent à sortir de ces mouvements et c'est un très long processus. Et ensuite il y a la volonté ou non de poursuivre et après il faut les preuves et un préjudice. Donc c'est très compliqué puisque très souvent c'est l'abus de faiblesse qu'il faut arriver à prouver et vous sur place, qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a quel dialogue vous avez eu avec les personnes puisque vous êtes infiltré? Alors moi personnellement, je me suis pas infiltrée. On a vraiment eu tout un travail d'équipe pour justement arriver à d'un côté enquêter en tant que journaliste et d'un autre infiltrer ces mouvements. Donc on ne pouvait pas avoir la double casquette. Il fallait prendre beaucoup de précautions puisque c'est des mouvements qui sont très procéduriers. Vous avez eu un complice sur place? Oui, enfin incroyable. Non, c'est-à-dire moi j'ai cru que c'était vous, c'est incroyable. Moi aussi j'ai cru. Non, c'est pas Gaël qui a infiltré. On a fait infiltrer d'autres personnes. C'est-à-dire que d'un côté, on peut pas rencontrer les gens, leur faire des demandes d'autorisation de tournage, mener l'enquête, et de l'autre côté les infiltrer, parce que c'est des gens par nature qui sont très suspicieux et qui sont très suspicieux, très observateurs. Faut faire attention. Et là, par exemple, vous avez eu des menaces des menaces suite à ça? Alors, quand ils ont compris qu'il y avait un document qui était en train de se monter? On a été attaqué même. Ah oui. Giraffe Prod avant même la diffusion. Absolument. Giraffe Prod a été attaqué l'année dernière. Plusieurs mois avant la diffusion. Plusieurs mois avant la diffusion. C'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent à vous faire peur et le côté procédurier fait partie de leur fonctionnement. Donc on a été attaqué par une école, d'ailleurs que nous ne diffusons pas, mais pour des raisons pas du tout, puisque nous avons gagné la procédure. Notre avocat, c'est Richard Malka. C'est très désagréable parce que la procédure est arrivée le 23 décembre, au moment où on fait les paquets de Noël. Donc c'est pas sympa. Enfin, c'est pas sympa, c'est un euphémisme de dire ça, mais tout est calculé en fait de la part de ces mouvements. Donc voilà, ils nous ont envoyé un référé le 23 décembre et on a gagné évidemment ce référé. Bon, c'est à découvrir dimanche soir sur M6 dans le cadre de l'émission Zone Interdite, dérive sectaire, manipulation mentale de plus en plus de Français sous emprise. Et ce que vous dites est absolument effrayant dans ce doc parce qu'on voit que ça peut arriver à n'importe qui, que c'est très facile de tomber dedans avec la façon dont ils recrutent sur Internet, les inscriptions top facile et puis si on va mal à un moment. En tout cas, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Gaël Schwaller et Géraldine Levasseur pour Giraffe Prod. Un documentaire nécessaire. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, c'est avec Sophie Coine. Bonjour, vous êtes rédactrice en chef à 60 millions de consommateurs et vous avez coordonné ce hors-série Manger sain et gourmand en prévision du Summer Body. Et en tout cas, au-delà du Summer Body, comme on dit, mais on a tous cette préoccupation de manger plus sain, plus équilibré. Et puis les industriels sont de plus en plus malins. Le marketing est là pour nous faire acheter, pour nous faire croire un certain nombre de choses. Et vous, 60 millions de consommateurs, vous êtes là pour justement décrypter un petit peu, décrypter toutes ces étiquettes, toutes ces promesses sans sucre, sans additifs, les arômes. Gilles vous disait hors antenne qu'il avait été bluffé par ce dossier. C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver en tant que consommateur aujourd'hui. Ah oui, il faut lire précisément les étiquettes et puis même certaines appellations peuvent provoquer la confusion. On a voulu faire un numéro un peu plaisir. Ouais. En fait, le plaisir, c'était la dimension sur laquelle on avait envie d'aborder l'alimentation parce qu'après des mois et des mois d'inflation et de cris d'alarme sur la qualité des produits et leur prix, on avait quand même envie d'offrir aux consommateurs de quoi se faire plaisir en mangeant correctement quand même. C'est-à-dire qu'on est loin, vous dites dans l'édito, on est loin du haricot vert blanc de poulet d'une certaine époque. Aujourd'hui, il y a d'autres alternatives qui sont... On sait qu'il y a beaucoup de préconisations pour la santé. On sait qu'il faut manger moins de viande, qu'il faut manger des légumineuses, qu'il faut manger moins de gras, etc. Mais pour y parvenir... encore faut-il qu'on prenne plaisir à manger. Et c'est le seul moyen d'acquérir cette alimentation saine
sur le long terme. Si on se prive et qu'on opte pour l'escalope haricot vert, comme on a bien connu dans les années 80-90, on ne tiendra pas. Non. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc vous avez décidé de vous intéresser aux sans-alcool, aux produits aromatisés, aux sans sucre, avec en particulier toutes ces promesses qui sont faites sur les produits sans sucre, qui ne sont pas forcément sans sucre. Alors oui, vous savez, les appellations sont très encadrées. Néanmoins, il y a quand même une petite zone de flou. Quand on vous dit sans sucre ajouté, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'aspartame qui est dedans. Allégé en sucre. L'aspartame, c'est pas du sucre. L'aspartame, c'est un édulcorant. C'est un édulcorant. Donc, attention à cette appellation. Quand on dit allégé en sucre, même chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'édulcorant dedans. Donc ça, nous, on tire la sonnette d'alarme là-dessus. Et d'une manière générale, vous parliez tout à l'heure... Pourquoi vous tirez la signal d'alarme? Parce qu'on a l'impression, pour citer une boisson que tout le monde connaît, qu'il faut mieux prendre un Coca Zéro qu'un Coca qui contient 20 sucres. Donc quand moi je vois, excusez-moi d'être basique, mais quand je vois sans sucre ajouté ou quand je vois sucre réduit, je me dis que c'est meilleur pour la santé. Alors, l'un et l'autre ne sont pas aucun bon des deux n'est bon pour la santé. Oui. Soyons clairs. Donc, voilà. En revanche, les édulcorants, il y en a beaucoup qui sont sur la sellette, beaucoup qui sont jugés mauvais pour la santé, soit pour le système cardiovasculaire, soit parce qu'ils augmentent le risque de cancer. Donc, il faut éviter les produits contenant des édulcorants. Et si on est vraiment accro à cette boisson au cola 0%, j'en connais quelques-uns, eh bien, pas aller chercher des édulcorants ailleurs, en tout cas, pas aller chercher du yaourt avec des édulcorants ou des biscuits avec les édulcorants. Mais il y a des gens qui se nourrissent que de ça, c'est-à-dire que leur critère, c'est, puisqu'on dit que le sucre est le nouvel ennemi de la santé, on le dit sous tous les toits, donc il y a un moment, puisque vous parliez de plaisir, le plaisir, c'est de pouvoir continuer à manger des bonbons sans sucre, des yaourts sans sucre, des boissons sans sucre. Alors le plaisir, c'est d'essayer de chercher à se satisfaire de desserts légèrement sucrés et de réduire la dose. En fait, non pas de chercher à remplacer le sucre par un édulcorant, mais de trouver des astuces, et on en donne pas mal dans ce numéro, pour sucrer un petit peu moins, mettre des raisins secs, un petit peu de raisins secs à la place d'une cuillère à café de sucre, mettre un petit peu de miel qui donnera davantage de goût à votre yaourt à la place d'une cuillère c'est la même chose, miel ou sucre. C'est la même chose, mais vous pouvez diminuer quand même un petit peu la dose parce que vous aurez une autre goût qui sera également appétissant. Vous parlez du gluten, c'est très à la mode aussi, le sans gluten, les pâtes sans gluten, le zéro gluten, ça concerne finalement assez peu de personnes, les intolérances au gluten. L'intolérance stricte au gluten et la maladie cœliaque, là on a des personnes qui ont absolument besoin de manger sans gluten. Pour le reste, on peut diminuer son gluten naturellement, par exemple en mangeant plus de riz que de pâtes, ou que mais pas nécessairement en l'utilisant tous les jours. Est-ce que les gens sont éduqués justement à comprendre tout ça? Parce que il n'y a pas beaucoup, il y a certains livres de Valérie Expert, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui nous guident dans notre alimentation. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, j'ai lu qu'il y avait beaucoup d'arômes pour faire semblant d'avoir telle ou telle chose, je suis un peu tombé de ma chaise quand même. Ah, les arômes, c'est un univers absolument fascinant. Est-ce que vous savez que le goût vanille a pendant longtemps été donné à l'alimentation et à la parfumerie grâce à une molécule issue de la glande anale de castor? Ah oui, ça sévise quand même. Ça veut dire que c'était pas de la vraie vanille ni de la vanille. Alors c'était pas de la vraie vanille et ça fait pas tellement rêver l'endroit où on est allé la trouver. Aujourd'hui, beaucoup de vanille qui parfument ce parfum, cette saveur de vanille qu'on trouve dans beaucoup de produits industriels, c'est de la vanille de synthèse. Donc c'est ce qu'on appelle sur les étiquettes arôme vanille.
arôme vanille, c'est de l'arôme de synthèse. Il y a alors la face cachée des étiquettes. Donc vous analysez un certain nombre de produits. Il y a les chips Pringles Onion Sour Cream. Donc c'est un mélange aromatique 100% artificiel, ultra transformé, pas les Pringles, sucré, non, gras. Désolé, ne vous attaquez pas aux Pringles. Et que vous dites il faut consommer avec la plus grande parcimonie. Alors en quoi c'est dangereux les Pringles? Parce qu'il y a du glutamate monosodique, du guanylate disodique, de l'INSIA, 3 exhausteurs de goût qui sont soupçonnés d'être des neurotoxiques, sauf qu'ils sont en quantité très faible. Très faible. En fait, l'important, c'est l'accumulation. Ouais, l'accumulation qui pose problème. Dans l'alimentation des Français, plus de 30% des produits sont ultra transformés. Si on réduit cette dose, on réduit les risques associés aux produits extrêmement transformés. Et c'est pas grignoter une chips qui va vous poser problème. Allons jusqu'au bout du raisonnement. Imaginons, évidemment, c'est un raisonnement, que je prends 20 000 chips de Pringles. Qu'est-ce qui va arriver à mon cerveau quand vous dites que c'est un euro Alors, ça c'est soupçonné d'être neurotoxique. C'est en cours d'évaluation. Donc, pour le moment, on attend de voir les résultats des scientifiques. Nous, on se fonde vraiment uniquement sur les résultats des scientifiques. Pour votre cerveau, les chips Pringles, mais beaucoup de produits ultra transformés. On parlait également des amandes goût fumé du Monoprix. En fait, ils utilisent souvent un cocktail explosif pour le cerveau. C'est le cocktail sucre, gras. Et sel. Très addictif. Alors ça c'est la bombe pour votre cerveau. C'est ce qui va vous donner le petit goût de reviens-y. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on met du sucre dans des plats salés? C'est justement pour donner envie d'y revenir. Vous avez tout un dossier qui est consacré au mode de cuisson également. Et alors là aussi, moi, comme disais, je suis tombée de ma chaise. Cuiseur à riz ou casserole. La casserole, vous recommandez la casserole, même si c'est effectivement moins pratique. Alors vous dites, parce que l'autocuiseur, le cuiseur à riz ne permet pas d'éliminer l'arsenic mono-inorganique. Mais il y en a combien d'arsenic dans le riz? Alors en fait, le mensuel du mois dernier a montré que beaucoup des riz que nous consommons contiennent de l'arsenic, tout simplement parce que c'est le processus de fabrication de la plante. Elle pompe l'eau qui est gorgée d'arsenic, en particulier dans les riz thaï, notamment, il y en a pas mal. Et pour éliminer cet arsenic de la plante, il faut surtout pas que le riz marine dans son eau. Il faut changer l'eau du riz. Voilà, le rice cooker, est un moyen de maintenir le riz avec son eau et de pas éliminer l'arsenic. Si vous voulez éliminer l'arsenic à 75%, une étude américaine a montré qu'il fallait cuire pendant 5 minutes son riz dans de l'eau bouillante, retirer le riz, retirer l'eau chaude, la remplacer par une nouvelle eau et finir la cuisson. Alors moi je le fais désormais à la maison parce que j'essaye de respecter les consignes qu'on donne dans 60. C'est un peu contraignant, mais pas plus que ça. Ouais, la friteuse sans huile, vous y trouvez un avantage? C'est très très à la mode, le air fryer. C'est très avantageux effectivement. Alors pour qui souhaite diminuer sa consommation de gras, et c'est quelque chose de très important, autant que le sucre, l'air fryer a quand même cet avantage de fournir des frites nettement moins grasses qu'une friteuse traditionnelle. Mais c'est bon au goût. J'ai jamais goûté quelque chose en air fryer. Eh ben, écoutez, vous avez déjà goûté, moi, en bonne ch'ti, si vous voulez, moi je mange des vraies frites. Pas souvent, voilà. En fait, l'idée c'est se faire plaisir. C'est un peu la conclusion. Une fois de temps en temps, moins souvent. Mais quand on se fait plaisir, là, on se fait vraiment plaisir. Il y a énormément de choses. C'est un numéro très très riche, le sans alcool. Il y a les additifs, les jambons. C'est devenu un vrai argument marketing. Sans nitrite, est-ce que c'est vraiment efficace? Alors le sans nitrite, effectivement. L'idée, c'est que tout le monde puisse se tourner vers le sans nitrite parce que c'est vraiment meilleur pour la santé. On voit que les nitrites augmentent le risque de cancer colorectal. Le problème, c'est ils en ont profité pour augmenter les prix. Ah, c'est considérablement plus cher. Donc là aussi, on mangeait moins. C'est un argument, le sang, pour les industriels, c'est une façon de valoriser. Et rapidement, vous nous disiez en antenne, le sans alcool, il y a de l'alcool? Alors, le sans alcool, il peut y avoir un petit peu d'alcool dedans.
La norme européenne, c'est qu'on peut appeler sans alcool une boisson qui contient jusqu'à 1,2% d'alcool. Mais non. Bien sûr que oui. Alors, il y a certains pays, comme la Norvège ou le Royaume-Uni. La Norvège a décidé de diminuer vraiment ce taux, de manière à ce que quand on boit sans alcool, c'est vraiment 0% d'alcool. Le Royaume-Uni est en train de faire de même. En France, pour le moment, c'est 1,2%. Eh ben, on en apprend des choses et je pense que les conseils de bon sens, c'est éviter tous les produits transformés. Cuisiner maison. Cuisiner maison, faites votre soupe. Faites votre soupe. Faites votre purée. Si vous mangez des yaourts plutôt nature, plutôt qu'aromatisés, évitez les produits transformés. Merci et puis surtout achetez ce hors-série Manger sain et gourmand qui est en kiosque depuis hier. 60 millions de consommateurs. Un numéro très très riche dans lequel vous allez apprendre énormément de choses. Merci à vous. Merci.